Je dénonce. Essayez de regarder les murs des gens. Essayez de voir ce que les gens font dans leur mur Facebook. Vous allez voir. Il y a pas mal. Ce sont que des futilités. Mais les vrais dossiers de l'Afrique, les vrais sujets, ils n'en parlent pas. Vous allez voir, d'autres vont mettre des vidéos, des directs où les gens sont en train de danser. La distraction. Comment une distraction peut libérer l'Afrique? On vous montre les distractions, il n'y a que ça. Hein? Les gens en train de danser dans des fêtes des mariages, dans des fêtes d'anniversaire, dans des fêtes d'église. Oui, la distraction. L'Africain aime la distraction. Mais quand nous parlons des sujets clés, de le regroupement de tous les activistes, que nous soyons un pour finir avec les jeux des sionistes. Mais pas mal ne sont pas pour. Parce que les gens, derrière, il y a des Africains qui travaillent pour les pays occidentaux, qui bouffent grâce à eux, et qui veulent que la situation de l'Afrique perdure ainsi, qu'il y ait plus de gens qui meurent, qu'il y ait plus de gens qui soient contaminés des maladies. Mais c'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. Et l'homme blanc, il le sait, il a mis en route des plans et des plans. Ils ont des plans pour casser les diasporas. Ils ont des plans pour empêcher la libération de l'Afrique. Ils ont des plans pour empêcher les activistes qui veulent en découdre avec le franc CFA. Mais l'homme blanc a tout monté. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des Noirs qui travaillent pour les pays occidentaux. Ils ne veulent pas que les choses changent en Afrique. Oui, mais les pasteurs qui sont dans les pages Facebook, attention, hein, sur 100 pasteurs qui sont dans les réseaux Facebook, il y a peut-être 1 ou 2 qui sont des vrais. Tous les restes, c'est des faux. Parce que Satan utilise immensement les réseaux sociaux. Parce que Facebook, le PDG de Facebook, c'est un Illuminati. Les faux pasteurs, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux parce qu'ils sont à la recherche des personnes faibles. Ils sont à la recherche de vendre des âmes au diable. Et ils sont là, dans les réseaux sociaux. Attention. La Bible. Vous ouvrez la Bible. Il y a un passage où ce que Dieu dit dans la Bible. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui irriteront au royaume des cieux. Pourquoi Dieu le dit? C'est pas tous ceux qui disent Dieu, Dieu qui vont hériter au royaume des cieux. C'est dit dans la Bible. La Bible, cette arme. La Bible est une arme efficace que l'homme blanc a utilisée depuis les temps des temps. La Bible. Et Léopold II a utilisé ce livre qu'il a dit à ses missionnaires, allez apprendre la parole, mais faites attention car ils connaissent déjà leur Dieu. L'Africain à l'époque de Léopold II, l'Africain, nos arrière-grands-parents, ils ne partaient pas avec les femmes de leurs frères ou de leurs cousins ou de leurs amis. Mais aujourd'hui, l'Africain est capable d'aller avec la femme de son ami, est capable d'aller avec la femme de son frère, est capable d'aller avec la femme de son voisin. Pourquoi? Parce que l'homme blanc lui a inculqué une puce dans son cerveau pour qu'il aille à faire ce qu'il ne devrait pas faire. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. La Bible, une arme efficace. Hein? Les Illuminati, dans leur temple, ils ont la Bible. Les francs-maçons, dans leur temple, ils ont la Bible. Et quand ils lisent la Bible, ils renversent la Bible. Ils renversent les écrits. C'est comme, par exemple, vous écrivez papa. Hein? Papa, vous écrivez papa, attendez. Attendez, je veux vous montrer un exemple. Attendez.
vivons avec, je vous dis, on vit dans un monde terrible. Très, très terrible. Moi, j'ai compris qui sont les gens. J'ai compris depuis. J'ai compris. Hein. Regardez tous les attaques que les gens me font sur les réseaux sociaux. Pourquoi on m'attaque? Mais posez-vous la question. Hein? Pourquoi on attaque un seul individu? Posez-vous la question. Est-ce que je suis Ali Bongo, PDG des ordures qui tue? Est-ce que je suis 8% Sassou? Non. Mais on m'attaque. Pourquoi? Parce que je suis un vrai. Voilà. Papa s'écrit comme ça, non? P-A-P-A-P-A. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? La Bible, quand ils lisent la Bible, ils renversent les Écritures. Le papa est en bas. Et ils ont une manière de lire mystiquement les écrits. Les Illuminati et les francs-maçons. Oui. Et c'est exactement comme le virus de sida. Le virus de sida n'est pas un virus qui vient des singes, ni des gorilles, ou ni des chimpanzés. Nous, en Afrique, nous avons vécu toujours avec les singes, les gorilles aux alentours. C'est pas eux. L'histoire du sida est un virus créé dans le laboratoire américain militaire. Et ils ont pris ce virus, ils ont amené au Congo RDC et dans le reste de l'Afrique. Mais j'ai mis tout à l'heure un documentaire où un Américain disait que le sida a été créé dans le laboratoire militaire américain. Et les Américains, s'ils sont en train de me suivre actuellement, ils vont dire, mais ce monsieur-là, il dit la vérité. Mais les gens, tellement les gens n'aiment pas la vérité. Les gens préfèrent aller dans les sites des films d'adultes. Les gens préfèrent regarder des petites vidéos qu'on leur envoie. Une femme en train d'enlever le soutien. C'est ce qu'ils aiment. Et vous allez voir là-bas, il y a pas mal de vues. Mais les sujets clés sur les viols d'enfants, les sujets clés sur le sida, le sujet clé de la libération de l'Afrique, les sujets clés de l'homme noir, les gens ne s'intéressent pas. Et vous allez voir la majorité, ce sont des noirs qui sont en train de regarder là où qu'une femme enlève son soutien. Parce qu'ils aiment tous ces genres de trucs. Mais là où qu'on parle des vrais sujets, ils ne sont pas là. Hein? Ils sont pas là. Ils aiment la distraction. Hein? Mais voilà pourquoi l'homme blanc a compris qu'il faut exterminer l'homme noir. Et il met toutes les stratégies en marche parce que l'homme blanc a besoin de la terre africaine. Parce qu'ils savent que d'ici quelques années en Europe, ils auront des problèmes de sécheresse et ils ont besoin de l'Afrique. Et l'homme noir n'a pas encore compris. Hein. Le Chinois qui est en Afrique, il rigole avec l'Africain. Mais le Chinois, un grand opérateur, hein, il sait comment opérer tout en douceur. Il y a des mamans aujourd'hui congolaises qui pleurent parce que les gens ne payent plus leur manioc. Pourquoi? Les Chinois venaient chez les mamans payer les maniocs en grande quantité. Or qu'ils allaient voir comment eux ils faisaient ça et après eux ils fabriquaient des maniocs. Voilà. L'Africain doit s'intéresser des problèmes clés. Je demande aux Noirs d'arrêter de regarder les futilités, les films d'adultes, qui est égal film pornographique. Arrêtez. Arrêtez de regarder les petites vidéos que les gens mettent des femmes où on lève leur soutien. Ça, on appelle ça des pervers. Pervers sexuels. Arrêtez. Arrêtez. L'homme noir, Dieu ne l'a pas créé sur terre pour qu'il regarde les films pornographiques, pour qu'il regarde les femmes enlever les soutiens. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour ça. Regardez aujourd'hui au Congo RDC. Il y a des enfants de 8 ans, qui couchent avec des adultes. Hein, pour $1. Parce que les enfants là ont faim. Mais imaginez, le sida est en train de faire des ravages au Congo RDC. Hein? Regardez les sites des Congolais, les Congolais qui sont de la RDC. Moi, je suis Congolais de Brazzaville, mais regardez les Congolais, les sites des Congolais de la RDC. Regardez leurs pages. Est-ce que les gens en parlent?
Est-ce qu'ils en parlent? Regardez bien. Ils vont vous parler soit des scènes de théâtre. Mais les vrais sujets, ils ne vont pas vous parler. Ils vont vous mettre des trucs où ils vont parler des histoires de mariage, des histoires de divorce, au lieu de parler des vrais sujets. Hein? Voilà. Mon Afrique, ça fait mal, ça fait mal. On va continuer un peu à suivre ça, parce que c'est très très choquant. C'est très choquant de voir que les gens ne s'intéressent pas des vraies histoires, les vraies histoires du pays. Ils ne s'intéressent pas. On va suivre ça. Le biologiste américain a fait un constat intéressant. Il existe des différences considérables entre les séquences génétiques du VIH qui circulaient à Kinshasa au début des années 1960, donc plusieurs lignées. Il n'y a qu'une seule explication à cela. Le VIH a largement eu le temps de muter et de se diffuser. Les origines de la pandémie doivent donc être plus anciennes. Je suis impatient d'isoler d'autres séquences pour alimenter notre banque de données. Mike Roby aime se laisser inspirer par la nature. C'est en observant les cactus du désert d'Arizona qu'il a compris comment remonter aux origines du VIH. Quel âge peut avoir ce cactus? Vu comme ça, c'est difficile à dire. Mais si nous avions une photo de ce même cactus il y a 10 ans, nous pourrions évaluer la vitesse à laquelle il a poussé et en déduire un taux de croissance. S'il grandit par exemple de 15 à 20 cm par an, il y aura fallu 120 ans pour atteindre cette taille. C'est pareil pour le VIH. Imaginons que les 4 bras soient des échantillons des années 1960 et le sommet un échantillon de 2013. L'écart de taille nous donne le taux d'évolution. Et grâce à ce taux, nous pouvons remonter le temps et estimer à quelle date le cactus est sorti de terre. Selon ce calcul, le VIH aurait donc commencé à se propager autour de 1908. Les données obtenues grâce à l'analyse des échantillons de Kinshasa conduisent à ce résultat. Vous voyez? Au lieu de dire la vérité, ils ne veulent pas dire la vérité, ceux-là, ces chercheurs, soi-disant. Ils veulent toujours inculquer le Congo RDC. Le Congo RDC, mais grandement faux. Le Congo RDC, ce n'est pas eux qui ont fait à ce que lié le sida. Ce n'est pas le Congo RDC. Ebola. Ebola, vous allez suivre des commentaires. On va vous parler de Ebola. On va dire encore le Congo RDC. Pourquoi Ebola, là? Il y a une rivière au Congo qui s'appelle Ebola. Donc les Blancs ont pris le nom Ebola, ils ont mis sur le virus qu'ils ont créé. Après ils disent c'est le Congo RDC. Tout c'est le Congo RDC. Mais essayez de comprendre un peu. Nous avons affaire à des gens très dangereux. La communauté internationale. Des gens excessivement dangereux. Et les gens doivent ouvrir leurs yeux et comprendre que nous avons affaire à des gens qui sont dangereux. Très dangereux. Il faut comprendre cela. Des gens dangereux, des gens qui s'en foutent de la vie. Des gens qui se moquent du peuple. Des gens qui n'en ont rien à cirer des êtres humains. Look, maybe now it will work. I'm stop the thing in you. Because I'm be doing thing in you. Ils exterminent et ils vont faire croire des choses et des choses. L'homme blanc est dangereux. Il est excessivement dangereux. Et je demande aux Africains aujourd'hui de prendre conscience. Prenez conscience les Africains, mes chers parents. Prenez conscience. Je demande à tous les Noirs vivant sur terre de prendre conscience. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Voulez-vous disparaître de cette terre? Ouvrez les yeux. Parce que pas mal sont abrutis, pas mal veulent vivre dans la distraction.
Ce n'est plus le moment de la distraction, c'est le moment d'être éveillé, c'est le moment d'avoir les yeux grandement ouverts. Africain, sors de la manipulation de Léopold II. Sors de la manipulation de Léopold II. Car Léopold II a pris la Bible qui est le livre de Dieu et a envoyé des missionnaires aller apprendre la parole de Dieu. Et vous voyez, cette même parole qu'ils ont enseignée partout. Aujourd'hui, l'homme blanc est en train de faire des massacres en se cachant derrière la Bible. Les missionnaires qui sont allés apprendre la parole à l'époque de Léopold II, ceux qui l'avaient envoyé, ont tué pas mal des Noirs. Hein? L'Église catholique aujourd'hui en Afrique, ils sont en train de tuer pas mal des êtres humains, mais en se cachant derrière la parole de Dieu. Hein? Ils vendent les armes, ils se cachent derrière quoi? La parole de Dieu. Ils abusent nos enfants en Afrique. Les enfants, hein, on appelle ça la pédophilie. Ils se cachent où? Derrière la Bible. Ils abusent les femmes dans la prostitution. Et ils se cachent où? Derrière la parole de Dieu. Tout est basé là. Voilà pourquoi l'Africain doit comprendre que si l'homme blanc joue avec nous en Afrique au XXIe siècle, hein, il joue bien avec le peuple noir. La parole de Dieu. Toujours. C'est ça la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez de mal que l'homme blanc fait en Afrique, il se cache derrière quoi? La parole de Dieu. C'est pas pour rien, Dieu lui-même il dit, dans la Bible, Dieu dit, il ne reconnaît pas les religions. Toutes les églises que vous voyez, toutes les églises catholiques, toutes les églises de réveil, toutes les églises Rose-Croix, tout ce qui est mosquée, Dieu ne connaît pas cela. Parce que l'être humain, l'être blanc se cache derrière pour faire du mal. Ils font le mal à partir de la Bible. Ils font du mal à partir du Coran. Ils font le mal à partir des autres livres religieux. Voilà pourquoi Dieu, il dit, il ne reconnaît pas la religion. L'être humain doit sortir de la bêtise qu'on lui a inculquée. La religion, c'est la religion qui est le moteur central de tous les crimes sur terre. La religion, elle est centrale de tout ce que vous voyez comme pauvreté sur terre. La religion était à l'origine de toute l'exploitation de la vie humaine. Hein, trafic d'organes, tuerie, crimes rituels en Afrique. La religion est dans tout. La mafia de la France-Afrique, tout est basé sur quoi? Il se cache derrière quoi? La Bible. Tout. Les créations des virus pour exterminer les peuples noirs, ils se cachent derrière quoi? La Bible. Tout est basé dans la Bible. Tout est basé sur les livres des religions. Mais l'homme blanc est très très intelligent et il sait que l'Africain aime tellement les livres religieux. Posez la question à des Africains. 5 générations à 7 générations de ton grand-père, de ta grand-mère. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Tous ne connaissent pas. Mais posez-leur la question sur les versets bibliques. Ah là, ils vont vous citer. Hein? Mais les ancêtres, ils ne connaissent pas. Hein? Posez la question. Qui était Shaka Zulu? Qui était Kimpavita? Ils ne connaissent pas. Mais la Bible, posez, ils vont vous citer. Hein? Posez-leur la question sur le Coran. Ceux qui sont musulmans, ils vont vous citer. Hein? L'Africain doit sortir du sommeil. Il est temps de se réveiller. Il est temps. Il est temps. Regardez dans les réseaux sociaux comment on m'attaque. Regardez. Hein? Comment on m'attaque. On m'injure de fois, vous vous posez la question, est-ce que ces gens-là me connaissent? Ils ne me connaissent pas. Mais ils m'injurent comme une faux folle. Une faux folle parce que je l'ai accepté avant de ma page de Facebook. Mais je regrette de l'avoir accepté. Clarisse Akwala, en train de me traiter des choses invraisemblables.
dire j'ai les pieds qui sont en train de pourrir pendant que mes pieds, ils sont nets. C'est comme si c'est elle qui m'a mise au monde. Elle connaît même pas qui est ma mère. Elle connaît même pas qui est mon père. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que je suis en train de dire tout ce qui est la vérité sur les dictateurs, tout ce qui est mal. Et donc c'est une personne qui ne veut pas que je dénonce tout ce qui est mal, parce qu'elle aime le mal. Mais elle fait croire aux gens qu'elle est là pour dénoncer des choses, mais au fait, elle aime le mal. Hein? Elle aime le mal. Et elle vit où? En Allemagne. L'Allemagne, la terre nazie. La terre de ceux qui sont venus bombarder chez les autres. Les Allemands, pendant la première, deuxième guerre mondiale. Hein? Et là aussi, il y a eu la conférence de Berlin. 1884-1885. Le partage de l'Afrique. L'Allemagne. Hein? On va continuer à suivre ça. Le documentaire là sur le sida. Et après, je vais mettre autre chose. Le sida est donc une maladie plus que centenaire. Pendant près de 80 ans, aucun médecin, aucun missionnaire n'a remarqué l'épidémie. Le désastre était-il écrit d'avance, sur un continent qui a toujours eu à lutter plus que d'autres contre les maladies infectieuses? À moins que ce ne soit l'homme qui ait créé les conditions idéales à la propagation du virus. Si ce constat arrive trop tard pour les 40 millions de morts du sida, il pourrait être décisif dans la lutte contre d'autres épidémies. Dirk Toyven n'est pas encore au bout de ses recherches. Le VIH est originaire d'un territoire qui, en 1908, était contrôlé par la France, et non pas par la Belgique. La région au nord du fleuve Congo faisait alors partie de l'Afrique équatoriale française. Le VIH a dû y trouver les conditions parfaites pour se diffuser progressivement le long d'un réseau de rivières et de fleuves jusqu'à Kinshasa. Et si l'histoire coloniale était la clé pour comprendre la pandémie de sida? Dirk Toyven se rend à Paris pour y rencontrer l'historienne Catherine Kokry-Widrowicz, spécialiste de l'histoire de l'Afrique équatoriale française. Nous savons que le virus du sida est descendu quelque part du Cameroun vers Kinshasa, que ça s'est fait au début du siècle 1900, mais on ne connaît pas le trajet de ce virus. Et toi, comme expert sur les aspects coloniaux, ça m'intéresse que tu nous donnes un guide dans cette matière. Les premiers blancs arrivés dans la région, c'est l'extrême fin du 19e siècle. Cette région difficile d'accès est explorée pour la première fois dans les années 1870 par Pierre Savorgnan de Brazza, un explorateur français d'origine italienne. Brazza est en mission pour le gouvernement français. Il conclut des accords commerciaux avec des chefs de tribus et ouvre ainsi la voie à la colonisation. Il y a de l'ivoire et du caoutchouc. Mais la France rechigne à investir dans sa colonie et préfère distribuer des concessions à des entreprises privées, autorisées à exploiter les ressources contre une redevance. Une question reste ouverte. Comment faire pour exploiter tout cela, pour le transporter sans argent? Bien, sans argent public. Là, une seule solution, le portage. Une population entière est réduite en esclavage. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes sont affectés au portage et doivent parcourir d'énormes distances. Je vais lire D'autres ce travaillent qu'elle au cœur écrit. de la forêt à l'abattage des arbres. Oui, elle écrit. Ils connaissent d'après eux mieux l'histoire de l'Afrique. Ah voilà. Pourquoi maman Soso? Je vais te dire. C'est parce que les Africains, c'est eux qui ont donné la possibilité à l'homme blanc de montrer qu'il connaît mieux l'Afrique que l'homme noir.
Parce que l'homme blanc, il a constaté lui-même que l'être humain noir préfère être dans les milieux de la distraction, la musique, regarder les films d'adultes, regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. L'homme blanc a compris, mais voilà pourquoi l'homme blanc, il amène des virus en Afrique, il éparpille ces virus pour exterminer l'homme noir. Voilà le vrai secret. On va continuer à suivre ça là. Mais l'homme noir doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. Il faut ouvrir les yeux. L'homme blanc, ce n'est pas l'ami de l'homme noir. Et l'homme noir doit comprendre cela. Il faut qu'il comprenne. Il faut que l'être humain noir arrête de vivre dans l'ignorance. L'homme blanc n'est pas l'ami de l'homme noir. Et l'homme noir doit comprendre cela. Qu'est-ce que le général de Gaulle avait dit? La France n'a pas d'amis. Elle n'a que ses intérêts. Voilà. Le général de Gaulle avait dit ça, non? Loin de leur village et de leur famille. Déplacements de population, comportements arbitraires, morts innombrables, les témoignages critiques se multiplient. La France s'enrichirait-elle sur le dos de la population africaine exactement comme Léopold II de Belgique? En 1905, le gouvernement français charge Brazza d'une ultime mission. Une enquête administrative est censée démontrer que la situation n'a rien à voir avec les horreurs perpétrées au Congo belge. Les premiers actes de Brazza a été d'envoyer un télégramme au ministre en disant « je ne peux pas faire ce rapport parce qu'il y a des scandales au Congo français aussi et ma mission va les exposer ». Et finalement, le ministre a dit « non, on ne peut pas le publier, c'est trop grave ». Et la décision a été prise de l'imprimer à l'imprimerie nationale en 10 exemplaires. Et j'ai retrouvé une petite note croustillante au crayon non signé dans les archives disant le numéro 1 sur les 10 remis au ministre des colonies et les 9 autres dans le coffre-fort. Ainsi, l'opinion publique française n'apprendra jamais avec quelle brutalité les maîtres coloniaux exploitent l'Afrique centrale. Le VIH, qui à cette même époque passe du singe à l'homme, va rencontrer des conditions idéales pour se diffuser, grâce notamment à une autre maladie. La maladie du sommeil est apparue entre 1900 et 1910, qui était la grande période de portage. La maladie du sommeil touche des centaines de milliers d'Africains. Les colons doivent réagir s'ils ne veulent pas perdre leur main-d'œuvre corvéable à merci. Des campagnes de vaccination massive sont lancées. Jusqu'à 9000 personnes sont vaccinées à la chaîne, avec des aiguilles en acier mal stérilisées. Dans ce contexte, il suffit d'un seul patient positif pour diffuser massivement le virus. Les Européens apportent aussi une nouvelle maladie, la syphilis. Les femmes, donc vraiment les femmes étaient un outil de travail et un outil sexuel. Et donc l'usage était dans une famille, et ça a été fait aussi avec le premier colon, bien entendu. Donc si c'était lui qui avait la maladie, il la distribuait. Et ça a donc été une augmentation exponentielle des maladies vénériennes. La syphilis fait rage parmi la population. Provoquant des lésions sur tout le corps, y compris les parties génitales, elle augmente de 400 fois la probabilité d'une contamination par le VIH. Jusque dans les années 1930, la partie française de l'Afrique centrale réunit toutes les conditions nécessaires à une propagation du VIH. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que le virus trouve le chemin de Kinshasa, la métropole la plus importante et la plus dynamique de la région. La pandémie de sida trouve ses racines dans un monde en profonde mutation. Un monde qui a besoin de matières premières qu'il faut aller chercher dans des régions reculées. Un monde de gagnants et de perdants. Un monde qui ressemble terriblement au nôtre. La
la rivière Sangha au sud-est du Cameroun. Il y a plus de 100 ans, c'est d'ici que le VIH a commencé à se diffuser. Des multinationales du bois continuent d'abattre d'immenses surfaces de forêt équatoriale. Le bois exotique plaît toujours autant. Des milliers d'hommes viennent travailler ici pour nourrir leurs familles qui vivent souvent à des centaines de kilomètres de là. Les camions et leurs chauffeurs ont remplacé les porteurs de l'époque coloniale. Ils sont toujours en mouvement. Le port le plus proche est à plusieurs jours de route. Ces hommes mènent des vies de déracinés, abandonnant une partie de leur paye dans des tavernes de fortune. Ici, une personne sur 4 est infectée par le VIH. Mais il y a plus inquiétant. Et si un nouveau virus se propageait à l'insu de tous? Une équipe de chercheurs effectue régulièrement des tests sanguins sur la population, car ils sont convaincus que les conditions pour le départ d'une nouvelle pandémie sont réunies. Les maladies émergentes d'origine zoonotique constituent actuellement une menace pour l'humanité. C'est un problème de santé publique majeur, dans la mesure où il y a beaucoup de nouvelles maladies. Les transmissions interespèces des germes entre l'homme et l'animal se poursuivent. Ces transmissions interespèces peuvent être à l'origine de d'autres nouvelles épidémies. Les risques groupes, c'est pratiquement toute la population, parce que l'une des principales activités ici, c'est quand même la chasse. La région ne tire aucun profit de l'exploitation de ses richesses. Les investissements sont inexistants et ses habitants sont contraints de vivre de ce que leur offre la forêt. Des antilopes, mais aussi des singes. Des milliers de contacts sanguins ont lieu quotidiennement avec des animaux sauvages. Le risque que des agents pathogènes inconnus soient transmis à l'homme est grand. Mais les populations locales n'ont pas le choix. S'il faut avoir la viande du bœuf ici, il faut qu'on aille à Malulu ou à Yokaduma. Et Malulu est à 65 km d'ici. Et Yokaduma, c'est 165. Donc c'est la viande la plus proche qu'on trouve ici, la viande de brousse. Ce n'est que récemment qu'on a pris la mesure de l'importance des contaminations entre espèces. Ici, 1% de la population présente des anticorps contre des agents infectieux de nouveaux genres. Lorsque ces virus commencent à se propager chez l'humain, la pandémie n'est plus très loin. De nos jours, les médecins constateraient probablement l'épidémie beaucoup plus tôt, ce qui ne veut pas dire qu'ils parviendraient à la combattre efficacement. Nous devons prendre conscience de ce que nous infligeons à la nature et des conséquences qui en découlent. L'une de ces conséquences, c'est que nos actes créent de nouvelles tâches et ouvrent des boulevards à des agents pathogènes auxquels nous n'étions pas exposés avant. L'exploitation coloniale de l'Afrique centrale a créé précisément les conditions nécessaires pour que le VIH s'échappe de la jungle et contamine 70 millions de personnes. Il nous a fallu 80 ans pour nous en rendre compte. Nous avons perdu énormément de temps avec le VIH. Si seulement nous avions accepté de reconnaître plus tôt qu'il y avait un problème. Si au début de l'épidémie, dans les années 80, la communauté mondiale avait massivement réagi, nous aurions pu sauver des millions de vies, même sans médicaments. Le bilan rétrospectif est certes douloureux, mais il est aussi une chance. Longtemps, les origines du VIH sont restées mystérieuses. Seuls les théoriciens du complot pensaient en détenir la réponse. Grâce aux échantillons de Kinshasa,
Nous connaissons maintenant la véritable histoire et nous pouvons faire usage de ce savoir. Le VIH n'est qu'un événement parmi d'autres. Ce ne sera pas le dernier virus à passer de l'animal à l'homme. Peut-être qu'un autre organisme qui pourrait être le prochain VIH circule actuellement parmi quelques humains. Il est donc impératif que nous comprenions aussi bien que possible les conditions de départ pour être en mesure de mieux réagir la prochaine fois. C'est dans cet esprit que Dirk Toiven conserve ses échantillons dans le coffre-fort d'une banque bruxelloise. C'est grâce à eux qu'il a pu résoudre l'énigme de la pandémie. Peut-être ces échantillons serviront-ils également aux générations futures dans leur lutte contre les maladies infectieuses, car le combat est loin d'être gagné. Les virus ont de l'avenir. En nous infiltrant constamment dans leurs habitats, nous multiplions leurs chances de passer d'une espèce à une autre. Et en plus, ils peuvent faire le tour du monde en 24 heures. Vous avez entendu? Nous devons rester humbles vis-à-vis de la nature. Je pense que c'est la principale leçon. Ce chercheur a dit, le virus du sida, ce sont des virus à long terme, pour les générations futures. Vous voyez? Donc, ils ont mis tout un plan derrière l'extermination de l'être humain noir au Congo RDC. Et ils ont parlé tout à l'heure que le virus, ils ont détecté ce virus au Cameroun. Donc il y a le Cameroun et le Congo RDC qui sont dans la lyre des mires des Occidentaux. Vous voyez? Et tout ça, l'homme noir devrait s'intéresser. L'homme noir doit arrêter de regarder les futilités. L'homme noir doit s'intéresser des vrais sujets. Car nous avons des gens qui ne sont même pas là pour réveiller les consciences de gens. Mais ils sont là pour raconter des bêtises. Et l'homme noir aime regarder les bêtises. Mais il faut arrêter de regarder les bêtises. Il faut suivre les vrais sujets sur l'extermination de l'être humain noir. Mais c'est important, parce que l'Afrique, elle est en danger. Très en danger. On va continuer à écouter. Moi, je m'intéresse de tous les sujets clés. Si nous oublions cela, ce sont nos enfants et petits-enfants qui risquent d'en pâtir. Voilà. Nous avons fini de suivre. Maintenant, nous allons suivre quelque chose d'autre. Il a dit, si nous ne nous intéressons pas à ce sujet-là, ce sont nos arrière-petits-enfants qui vont subir. Et c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que les gens s'intéressent des vrais sujets? Hein? Ah non, ça fait mal. Hein? Avec vous, nous allons nous entretenir sur la prévalence du syndrome d'immunodéficience acquise. Le pari zéro infection en République démocratique du Congo peut être gagné en quelles conditions, docteur? Merci madame, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Je salue le beau plateau de Biohan et toute l'équipe professionnelle qui est avec nous. Mais disons que la République démocratique du Congo est inscrite, n'est-ce pas, parmi des nations qui sont fortement engagées dans la lutte contre le sida. Et par rapport à cet objectif mondial d'objectif zéro, il faut dire que le pari ne pourrait être gagné que si la sensibilisation, la mobilisation sont renforcées à travers le pays. Mais non seulement la sensibilisation et la mobilisation, mais que cette sensibilisation puisse conduire les personnes sensibilisées à se faire dépister. Nous le souhaitons volontairement, et que parmi les personnes dépistées, s'il y en a qui sont séropositives, et que ces personnes puissent toutes, n'est-ce pas, bénéficier de soins
de traitement, y compris par les antirétroviraux. Donc c'est à ces conditions-là qu'il est possible de pouvoir réaliser l'objectif 0, parce qu'aujourd'hui il est démontré que bien soigner, bien traiter le malade du sida, les personnes infectées, c'est aussi prévenir la transmission du VIH. On parle de VIH-Sida dans cette émission de check-up. Docteur, est-ce que vous pourriez, en des termes clairs, en des termes simples, essayer de nous expliquer ou de définir le terme VIH-Sida? Mais disons que VIH, le virus d'immunodéficience humaine, c'est les microbes. Comme il existe d'autres virus et d'autres microbes, les VIH, c'est donc ces microbes qui provoquent l'infection dite à VIH, laquelle infection peut évoluer après quelque temps vers la maladie qu'on appelle SIDA. Et le SIDA lui-même étant un syndrome d'immunodéficience acquise. Alors lorsqu'on parle de syndrome, ça veut dire la constellation, un ensemble de signes, des symptômes, bref, un ensemble de maladies qui constituent donc cette entité, n'est-ce pas, qu'on appelle SIDA. Donc voilà, en termes simples, comme on peut dire, la définition du VIH et du SIDA. La différence, c'est que toute personne infectée par le VIH n'est pas forcément malade du sida. Donc il y a cette distinction à faire, parce qu'il y a des personnes qui sont infectées, qui portent le virus, qui portent le microbe dans leur corps, mais qui ne sont pas encore malades, mais qui peuvent donc transmettre, propager ces virus, n'est-ce pas, si les comportements ne sont pas responsables. Mais le sida, c'est le stade le plus avancé de l'infection à VIH, qui constitue donc les stades maladie. Docteur, apparemment, c'est comme si le taux de prévalence du VIH-Sida a un peu baissé en République démocratique du Congo. Est-ce que vous affirmez cela? Mais disons que, et là nous devons attirer l'attention de nos compatriotes pour leur dire, la prévalence n'a jamais été un bon indicateur pour suivre l'évolution ou les efforts, l'efficacité des efforts entrepris, n'est-ce pas, dans un pays. Parce que la prévalence, c'est en fait la résultante de l'incidence, qui veut dire de nouveaux cas d'infection, de nouvelles infections et aussi de décès. Dans un pays ou dans une communauté. Donc vous pouvez avoir des situations où le taux de prévalence est stable, où le taux de prévalence est même bas, mais en réalité ça traduit des situations fort alarmantes. Donc chez nous, on note une certaine stabilité, mais nous ne devons pas nous réjouir en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que l'accès au traitement est très limité dans notre pays, ce qui fait malheureusement qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui décèdent du fait du sida et d'autres maladies associées, et donc le statu quo autour de cette stabilité apparente de la prévalence dans notre pays n'est pas une bonne chose. Vous dites que l'accès est très limité. Comment est-ce que vous pourriez nous éclaircir sur ces points-là? Il n'y a pas de soins appropriés dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas une prise en charge appropriée pour les personnes qui vivent avec cette maladie? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que il y a des soins qui sont assurés efficacement par des professionnels de santé à travers le pays, mais l'accès limité auquel je faisais allusion, il s'agit de l'accès aux traitements antirétroviraux. Ces médicaments qui ont permis, n'est-ce pas, de mobiliser, de réaliser beaucoup de succès dans la lutte contre le sida à travers le monde. Mais dans notre pays, cet accès aux traitements antirétroviraux est très limité. Donc on est à peine fin décembre 2012, nous étions autour de pratiquement 5%. Vous voyez donc 75% de malades, de personnes qui ont besoin de traitements, n'en ont pas accès. Donc cet accès limité, malheureusement, occasionne beaucoup de décès. Et donc, avec beaucoup de décès, la prévalence peut apparaître stable. Et donc, ce n'est pas une bonne situation. J'aimerais un peu rester là, toujours en rapport avec l'accès limité aux antirétroviraux. On doit dire que la quantité n'est pas suffisante, ou bien ce sont des personnes eux-mêmes, bien qu'étant conscientes de leur état sérologique, ne se présentent pas pour bénéficier de ces antirétroviraux. Mais on a également entendu dire qu'il y a certains médecins, bien qu'ils ont des antirétroviraux dans leur zone de santé ou dans leur centre de santé,
mais qui préfèrent, au lieu de donner gratuitement, préfèrent vendre ces antirétroviraux. Est-ce que c'est ça qui freine ou bien qui explique au fait cet accès limité? Non, je crois que le vrai problème qui justifierait cet accès limité, c'est d'abord un problème de ressources, des ressources financières. Parce que des ressources humaines, on en a. Donc ce sont des ressources financières et matérielles qui font défaut, donc qui sont insuffisantes dans le pays. Parce que lorsque nous disons traitement antirétroviraux, cela veut dire qu'il faut qu'on ait des tests et réactifs de laboratoire pour que les personnes se fassent d'abord dépister. Une fois des personnes dépistées, pour celles qui seront dépistées positives, elles doivent obtenir de soins et des traitements. Donc il faut de médicaments contre les infections opportunistes, de médicaments antirétroviraux. À part des médicaments contre les infections opportunistes, à part les médicaments antirétroviraux, il faut ce qu'on appelle les suivis biologiques. Et les suivis biologiques, il faut du matériel, des équipements, mais il faut surtout de réactifs de laboratoire pour faire une gamme variée d'examens qui permettent de surveiller l'efficacité, la toxicité de médicaments, de traitements, etc. Donc, il faut des ressources financières, des ressources matérielles qui malheureusement sont largement insuffisantes. Docteur Aimé, quelles sont les statistiques actuelles de VIH-Sida en République démocratique du Congo? Merci madame pour la question. Bon, en ce qui concerne les statistiques dans notre pays, il faut dire que on revient à la prévalence, parce que vous avez posé la question. Donc la prévalence du VIH dans notre pays auprès de la population générale, donc se situe autour donc, de 1,1%. Mais cette prévalence auprès des femmes enceintes, selon donc les dernières statistiques datées de 2011, nous sommes à 3,5%. Donc c'est alarmant, c'est préoccupant parce que des personnes continuent à s'infecter, particulièrement les femmes et surtout les jeunes, et de plus en plus les milieux ruraux sont touchés par cette épidémie du VIH, et nous connaissons la structure de notre population. 70%, si pas plus, vivent en milieu rural. Et donc, si nous laissons le milieu rural être envahi par le VIH sans réponse adéquate, ce sont des problèmes de sécurité alimentaire, ce sont des problèmes donc qui vont se poser en termes de ravitaillement de villes, en vivres, etc. Donc, il y a urgence à pouvoir adresser cette situation. On parle de rapports sexuels, objets tranchants infectés, contamination sanguine et transmission de la mère à l'enfant. Quel est au fait le mode de transmission qui prévaut le plus en République démocratique du Congo? Mais disons que sur les 3 principaux modes de transmission du VIH, c'est le mode par voie sexuelle qui est le mode le plus prépondérant malheureusement dans notre pays. Et là, nous venons d'ailleurs avec l'appui de l'ONU-SIDA de réaliser une étude où nous nous sommes posé la question de savoir d'où viendront les prochaines nouvelles infections à VIH en RDC. Et selon cette étude, il y a 4 catégories de personnes qui vont alimenter demain le VIH dans notre pays. La première catégorie, ce sont des couples hétérosexuels stables. Ça pose problème. De personnes qui sont apparemment donc stables dans une union de mariage ou qui cohabitent assez longtemps. C'est la prochaine cible. À part cette première catégorie, ce sont des clients de professionnels de sexe qui vont donc alimenter les VIH, mais aussi la troisième catégorie, donc, ce sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et ça, c'est fort préoccupant parce que les phénomènes s'étendent de plus en plus dans nos centres urbains. Donc ça devient encore préoccupant. Et la dernière catégorie, ce sont des personnes qui ont des rapports sexuels multiples, qui ont des partenaires sexuels multiples. Donc voilà donc 4 catégories principales de personnes qui vont alimenter demain le VIH dans notre pays. Donc à chacun de nous de se poser des questions. Mais dans quelle catégorie en rapport avec ce que vous êtes en train de dire, docteur, j'aimerais revenir à une question que je vous ai déjà posée. Est-ce que vous pensez que c'est possible que l'on puisse atteindre l'objectif 0 d'ici 2015, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible, d'autant plus qu'il y a des genres de cas qui continuent encore à être vécus dans notre société, et ces genres de cas peuvent encore accentuer les nombres
nombre des cas d'affection dans notre pays? Merci Madame pour la question, mais disons que l'année 2015, que ce soit par rapport aux OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, etc., c'est un cap. C'est un cap qui a été fixé. C'est sûr que nous ne serons pas au rendez-vous de 2015, mais comme le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, l'avait déjà fait remarquer dans le DSRP, le document des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté, nous nous inscrivons dans une dynamique de 2020. Nous espérons fortement que d'ici 2020, il sera possible, n'est-ce pas, de réaliser l'objectif zéro dans notre pays. Docteur, vous êtes du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Dans votre exercice de tous les jours, est-ce que vous aviez des chiffres ou bien une estimation en rapport avec la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida? Est-ce que ces personnes arrivent quand même à bien vivre dans la société actuellement? Malheureusement non, largement, il y a une enquête qui a été réalisée avec l'appui du PNUD dans notre pays et qui démontre clairement, l'étude date de 2011-2012, donc qui dénote clairement que les personnes vivant avec le VIH, même des personnes affectées par le sida, vivent dans un environnement de discrimination, de stigmatisation, de rejet, voire d'exclusion. Et laissez-moi vous dire que la discrimination, l'exclusion tue plus vite que le VIH lui-même. Et donc, en termes de chiffres, il faut dire que on peut estimer autour de 60% de cas de discrimination, malheureusement, que ce soit en milieu du travail, que ce soit, et ça nous a beaucoup surpris, même en milieu religieux, donc on voit de personnes vivant avec le VIH qui sont stigmatisées, qui sont discriminées, malheureusement, en milieu carcéral, en milieu scolaire, etc. Donc, c'est fort préoccupant. Donc là, on doit dire que l'état sérologique n'est plus confidentiel, parce que si les personnes qui vivent avec le VIH-Sida arrivent à être discriminées dans la communauté, donc c'est ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont autour d'eux, ils savent que cette personne est séropositive. Bon, disons que ça pose des problèmes, effectivement, en termes de confidentialité et de la gestion de l'information sur une personne séropositive ou malade du sida. Mais c'est là l'intérêt pour nous de pouvoir sensibiliser la communauté pour que autour de nous avons dans la famille, les amis, les collègues des services et autres, etc., qui vivent avec le VIH ou qui sont malades, que nous n'avons aucun intérêt à les discriminer. C'est ça. Nous n'avons aucun intérêt à les stigmatiser, à les exclure de la vie sociale, la vie de tous les jours. Parce que ça n'apporte rien. Nous connaissons le voie de transmission du VIH, donc il n'y a pas lieu de pouvoir les stigmatiser. À un certain moment, l'on voyait, que ce soit à la télévision, que ce soit partout dans la ville, des campagnes de sensibilisation, des campagnes publicitaires pour essayer de pousser la population à lutter ou à éviter de contracter le VIH-Sida. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Pourquoi? Mais disons que c'est vrai, on sent comme si on aurait relâché par rapport à cette campagne de sensibilisation, mais c'est là où nous devons, dans un premier temps, faire appel aux médias. Et là, je salue BioAne de cette belle initiative, pour que nous puissions, à travers les médias, redoubler les efforts pour cette campagne de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication, parce que la menace du sida est encore là dans notre société et nous ne devons pas baisser les bras. C'est vrai, il y a des antirétroviraux qui sont là, mais l'accès, je le disais tout à l'heure, reste limité, donc mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça. Docteur, quelle est la tranche d'âge ou la catégorie sociale qui est le plus touchée par cette maladie? Mais disons qu'en termes de tranche d'âge, c'est autour de 19 à 39 ans. C'est la tranche d'âge la plus touchée. Et vous aurez remarqué, c'est la jeunesse. C'est la force, c'est la main-d'œuvre qui doit travailler pour développer notre pays. Donc nous sommes dans la révolution de la modernité, donc il faut que nous travaillions, mais c'est cette même tranche qui doit travailler, qui est la tranche la plus touchée. Donc il faut absolument que nous puissions faire de sorte que notre jeunesse soit prévenue, n'est-ce pas, du danger du VIH et qu'elle adopte un comportement responsable. Comment par exemple? Mais nous devons toujours rappeler que
il y a le moyen de prévention du VIH, que ce soit par voie sexuelle, que ce soit par voie sanguine ou que ce soit de la mère à l'enfant. En ce qui concerne la voie sexuelle, pour prévenir la transmission sexuelle du VIH, nous disons l'abstinence, la bonne fidélité, la fidélité réciproque, et si on ne peut pas, il y a le préservatif masculin et féminin qui existe. Mais nous encourageons aussi les gens à se faire dépister pour bien connaître si on est déjà infecté ou pas. Plus tôt on est dépisté séropositif, mieux ça vaut, parce que la prise en charge qui doit être précoce permettra de vous offrir une qualité de vie meilleure par rapport à la situation de séropositivité. Ça, c'est par rapport à la voie sexuelle. Mais par rapport à la voie sanguine, nous insistons pour que l'usage des objets tranchants, etc., soit des objets à usage unique, sinon personnel. Et puis, la transfusion sanguine doit se faire dans des centres de santé, dans des structures de santé qui respectent les normes nationales, la politique nationale, qui veut que les sangs à transfuser doivent au préalable et systématiquement être testés, non seulement pour le VIH, mais pour d'autres maladies transmissibles par le sang. Ça, c'est par rapport à la voie sanguine. Et par rapport à la transmission mère et enfant, et là aussi on insiste pour que les parents, nous insistons, les parents, donc la maman et le papa, puissent se faire dépister de manière à ce qu'on sache comment prendre en charge une femme qui est en famille, notamment par le dépistage et les antirétroviraux, et à la maman et à l'enfant pour prévenir la transmission chez les nouveau-nés. Vous parliez tout à l'heure de dépistage précoce. Docteur, vaut mieux connaître son état sérologique pour éviter de tergiverser, pour éviter d'arriver tard si vous avez déjà la maladie à l'hôpital. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le dépistage précoce devrait être obligatoire? Bon, vous savez, la lutte contre le sida est régie par des lois dans notre pays. Et la loi nous interdit de pouvoir obliger quelqu'un à faire son test de dépistage. Il faut sensibiliser, que les gens prennent conscience de l'importance et de la nécessité de se faire dépister pour qu'ils y passent. Au lieu de dire dépistage obligatoire, nous suggérerons plutôt le dépistage systématique. En tout cas, par exemple, dans le milieu de soins, aujourd'hui, on encourage des professionnels de santé à proposer systématiquement à tous les patients qui reçoivent, etc., le test de dépistage. Si une personne dit non, alors là, on ne fait pas. Mais sinon, il faut proposer le dépistage systématique au lieu d'obligatoire. Plus d'engagement, plus de responsabilité pour un Congo sans sida. C'est un appel qui est lancé au gouvernement, c'est un appel qui est lancé aux bailleurs de fonds, ou bien c'est un appel qui est lancé à toute la communauté? Mais disons que cet appel qui a été lancé sous forme du thème national à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida s'adresse d'abord au gouvernement de la République, et à travers le gouvernement de la République, les gouvernements provinciaux, le Parlement, donc le parlementaire, les députés provinciaux, mais aussi les bailleurs de fonds et la population générale. Donc le gouvernement, parce que le gouvernement de la République, c'est le premier responsable de la lutte contre les sida, et là, le président de la République a défini la vision en termes de génération sans sida. Il faut que le gouvernement de la République, qui a retenu la lutte contre les sida dans son plan quinquennal, puisse davantage s'engager, et le Premier ministre Matata y est dessus. Donc nous tenons absolument que cet engagement soit renouvelé et soutenu pour qu'il y ait davantage de ressources de l'État pour pouvoir adresser le VIH-Sida. Docteur Aimé, lentement, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le niveau de la recherche dans notre pays en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida? Ok, ben c'est une bonne question, mais disons que je voudrais saluer d'abord les peu de chercheurs, n'est-ce pas, qui sont en train de travailler dans notre pays sur le sida, mais il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est un aspect. L'autre aspect, malheureusement, c'est que ces chercheurs ne sont pas soutenus
ne sont pas financés, ne sont pas appuyés pour que les travaux de recherche puissent s'étendre, se réaliser à l'échelle du pays. Et donc, globalement, il faut dire qu'il y a de gros défis. Il y a de gros défis en termes de recherche, aussi bien sur le plan médical,